Ce lundi matin, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a ouvert les travaux de la conférence de l'Union postale universelle à Genève. En Suisse, les pays membres de l'UPU veulent apporter des solutions innovantes, intégrées et exclusives. Analyse des résultats du premier trimestre 2015, perspective pour le deuxième trimestre. Voilà le thème du séminaire bilan de la Direction générale des impôts. Séminaire bilan tenu ce lundi. 350 milliards de nos francs ont déjà été collectés par les services des impôts. Puis l'actualité, c'est aussi la levée du mot d'ordre de grève des agents de la santé. Ils avaient entamé une grève de 48 heures après l'échec des négociations avec le gouvernement. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Créée par ordonnance présidentielle le 24 mars dernier, la CONARIV, Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, est désormais chargée de la réconciliation nationale. L'institution a 3 mois pour établir un fichier unique des victimes de la crise ivoirienne en vue de la réparation des préjudices causés aux populations. Les structures ONG en charge des victimes de la crise ont une semaine à compter de ce lundi 13 avril pour déposer leur liste. Les ayants droit des victimes ont, quant à eux, 1 mois pour se faire recenser au siège de l'institution logée dans les locaux du Programme national de cohésion sociale à Cocody. Monseigneur Siméon Awana, le président de la CONARIV, s'est exprimé sur ces points ce lundi au siège de l'institution. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire d'Abidjan invite toute personne victime ou témoin de faits d'assassinat, de meurtre, viol, arrestation illégale, vol et toute autre violation grave des droits humains commis pendant la crise post-électorale dans les communes du Plateau, Marcory et Trècheville par les militaires de la garde républicaine à se présenter devant le doyen des juges d'instruction militaire au 17e étage, tour A, cité administrative, en vue de leur audition tous les jours de 8h30 à 18h. Les auditions seront closes le 30 avril 2015. Les pays membres de l'Union postale universelle sont réunis depuis ce lundi matin à Genève, en Suisse, pour réfléchir sur l'avenir du secteur postal dans le monde. 800 délégations prennent part à ces assises. Objectif, élaborer des stratégies afin de permettre à la Poste de subsister en tirant profit des opportunités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication. La présidence de cette conférence est assurée par la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en a ouvert les portes. Il a par la même occasion annoncé la candidature de la Côte d'Ivoire pour abriter le congrès de l'Union postale universelle en 2020. Sylvie Touré, notre envoyée spéciale à Genève. Initialement prévue à Abidjan en octobre dernier, la conférence mondiale de l'UPU, l'Union postale universelle, se tient finalement à Genève. La psychose causée par le virus Ebola a eu raison de la Côte d'Ivoire, mais seulement en partie, puisque le pays a gardé la présidence de la rencontre et c'est au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qu'est revenu cet honneur. Cette conférence, selon le directeur général de l'UPU, Bichar Hussein, vise à examiner les tendances mondiales du secteur. Pour sa part, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a invité les pays membres de l'Union à saisir l'opportunité des technologies de l'information pour adapter l'offre postale aux populations. Ces technologies apportent des solutions innovantes et indispensables au développement harmonieux de l'humanité. Sachons donc en user pour un service postal moderne, prospectif et qui tient lieu de vecteur pour un développement durable et inclusif. Daniel Kablan-Duncan a également annoncé la candidature de la Côte d'Ivoire pour abriter le congrès 2020 de l'UPU. La Côte d'Ivoire veut demeurer parmi les acteurs du changement dans ce monde, en constant mouvement, et participer à côté de l'UPU à la construction de la poste du futur. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire, après les 2 rendez-vous manqués, à savoir le congrès mondial de l'UPU en 2004 et la conférence stratégique de l'UPU en 2014, et comme je le disais tantôt, découragement n'est pas ivoirien, la Côte d'Ivoire, dis-je, serait très heureuse et honorée
d'accueillir le congrès mondial de l'UPU en 2020. Dans un message vidéo, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a témoigné son soutien à cette conférence stratégique. Il a souhaité que 2015 soit l'année de l'action mondiale. Présente avec les acteurs clés du secteur postal, la Côte d'Ivoire entend tirer le meilleur profit de cette rencontre. Nous avons plutôt bon espoir. Et puis il faut savoir que le commerce électronique a permis aujourd'hui aux postes du monde entier, d'avoir une deuxième vie. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas en Côte d'Ivoire. 800 délégations prennent part à cette conférence stratégique de 2 jours qui fera le point de la stratégie quadriennale de Doha 2013-2016, considérée comme la feuille de route de l'avenir du secteur et dont l'objectif est de faire de la poste une composante essentielle de l'économie mondiale. Ici, à Abidjan, le SARA 2015, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, a refermé ses portes hier dimanche. L'on enregistre plus de 200 000 visiteurs, près de 600 exposants et les intentions fermes d'investissement se chiffrent à plus de 9 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafo, a été sur notre plateau à l'édition de 20h. Je vous propose un extrait de son intervention. Ce qui concerne les intentions d'investissement, vous l'avez dit, 9 milliards, il s'agit des investissements qui sont issus des rencontres B2B. À cela, il faut ajouter 38 milliards de conventions. Tout ça sont des investissements privés qui viennent accroître la part du secteur privé dans le financement du programme national d'investissement agricole. Au niveau des visiteurs, nous avons des chiffres provisoires. Je sais que hier, vous avez annoncé un chiffre de 161 000 visiteurs. Après les chiffres de samedi, 200. Nous sommes aujourd'hui autour de 200 000 visiteurs. En attendant, et ce sont encore des chiffres provisoires, nous allons les consolider. Donc nous pensons avoir atteint largement nos objectifs. Je vous dis que les éditions de 97 et 99 de l'avis général ont tenu leurs promesses. Bien sûr. Donc, mais 15 ans d'interruption après, on était en droit de se demander si au redémarrage, on pourrait atteindre ce niveau d'organisation. C'est légitime. Mais je dois vous avouer que le président nous a instruits non seulement de relancer le SARA, mais cela nous impose de le porter à la hauteur de son ambition de faire de notre pays un pays émergent. C'est pour cela que nous avons exigé auprès des organisateurs que nous voulons un salon au standard international. La Direction générale des impôts a fait le point de ses activités du premier trimestre 2015. C'était lors d'un séminaire bilan. Les résultats annoncés sont déjà prometteurs. 351 milliards de francs CFA de recettes ont été réalisés par les services des impôts rien que sur ces 3 premiers mois. Les détails avec Jean-Louis Gbangbo. Les résultats du premier trimestre de l'année 2015, dévoilés au cours de ce séminaire bilan, donnent des raisons d'espérer quant à l'atteinte de l'objectif final assigné à la Direction générale des impôts, à savoir mobiliser 1672 milliards de francs CFA. En effet, sur un objectif global des recettes fixé à 348,3 milliards, la DGI a recouvré 351,7 milliards au cours du premier trimestre 2015, dégageant ainsi un écart positif de 3,4 milliards. À cette même période, en 2014, les réalisations se chiffraient à 296,2 milliards de francs CFA. Cela représente une progression de 18,7%. D'importantes mesures ont permis cette amélioration significative du niveau des recettes. Il s'agit notamment du relèvement des droits d'enregistrement sur le café cacao, la modification des échéances de paiement de la patente ou encore les efforts des services. À cela, on pourrait ajouter le civisme fiscal qui s'est installé dans le comportement des contribuables. C'est aussi le lieu de saluer le comportement citoyen des contribuables parce que nous sommes conscients que le succès dans un système déclaratif comme le nôtre repose aussi sur le civisme fiscal. Les participants à ce séminaire ont été invités à faire une fine analyse de ces différents résultats et à poursuivre les efforts afin de collecter les 1672 milliards de francs CFA.
La grève des agents de santé, c'est fini. Ils viennent de lever leur mot d'ordre de grève. Rappelez-vous, les agents de santé avaient décidé un arrêt de travail de 48 heures pour que leurs revendications soient prises en compte par les autorités. Et entre autres revendications, on peut noter le déblocage des salaires des fonctionnaires initialement prévu pour janvier. On en parle avec Ami Koulibaly. Les personnels de la santé suspendent leur mot d'ordre de grève. Ils avaient entamé aujourd'hui une grève de 72 heures pour revendiquer le déblocage de leur salaire. Une promesse faite par le chef de l'État à tous les fonctionnaires en décembre 2013. Le Premier ministre a promis recevoir le corps médical le 16 mai prochain. Dès l'instant où nous avons suspendu le mot d'ordre, le travail reprend immédiatement. Immédiatement, nous devons aller dans les services. Et à partir de demain, nous ferons le plein de tous les services. C'est par un vote que le mot d'ordre de grève a été suspendu. 163 voix pour, 57 contre et 12 abstentions. La majorité l'a donc emporté. Mais le corps médical espère que le gouvernement va tenir ses promesses. La majorité en a décidé ainsi. Nous devons faire l'écho de cette suspension. Mais en même temps, c'est faire confiance au gouvernement dans les négociations. Nous disons au Premier ministre que nous lui faisons confiance et que le président de la République y est impliqué. Sur le point de déblocage, nous lui faisons aussi confiance. Il faut noter que ce sont 14 syndicats du personnel de la santé qui avaient signé un préavis de grève le 7 mars dernier pour réclamer de meilleures conditions de travail. La grève de 72 heures est donc suspendue. Tout est donc bien qui finit bien. Herman Niamien, notre reporter, lui, a fait le constat de la reprise des cours. Les cours, comme il nous le dit, ont repris ce matin dans les établissements secondaires publics et privés de Côte d'Ivoire après une semaine d'interruption due à une grève des enseignants revendiquant de meilleures conditions de travail. Herman Niamien donc. Les appels à la reprise des cours lancés par les parents d'élèves et les syndicats d'enseignants ont été entendus. Les cours ont effectivement repris ce lundi après les congés de Pâques. Dans tous les établissements sillonnés ce jour à Cocody, à Diamé, Yopougon et Makori, enseignants et élèves étaient tous à leur poste. Et les cours se déroulaient normalement comme d'habitude. Les élèves du secondaire privé qui subissaient également les effets collatéraux de cette grève des enseignants pour avoir été délogés des classes par leurs camarades du public ont eux aussi repris le chemin de l'école ce lundi. Éducation toujours, mais cette fois c'est à Béoumi que nous nous rendons. Nos confrères de RTI Boaké nous disent que Assangou-Gotran peine à amorcer son développement. Situé dans la commune de Béoumi, Assangou-Gotran est peuplé de plus de 1000 âmes. Ce village connaît d'énormes difficultés comme nombre de localités du pays, notamment l'école, lieu du savoir. L'école du village n'a pas de tableau, pas de clôture, pas de latrine et dépourvue de cantine. Et ce n'est pas tout. À Assangou-Gotran, il n'y a pas d'eau potable. Une situation qui expose les habitants du village à des problèmes de santé liés aux maladies diarrhéiques. La population villageoise de ce gros bourg souhaite ardemment la réhabilitation de l'école qui célébrera bientôt ses 50 ans et l'adduction en eau potable pour le bonheur de tous. Nous avons 11 enseignants titulaires plus un enseignant bénévole. Les conditions de vie de nos enseignants sont difficiles. La cité, qui était composée de 13 logements, comprend actuellement 7 logements habitables. Ce qui fait que tous les collègues qui désirent enseigner dans notre établissement, lorsqu'ils viennent faire le constat, préfèrent rester en ville. Il faut qu'on se mette en temps, nous en tant que cadres, pour faire le minimum. Il y a la clôture qu'il faut et il y a tous ces travaux à faire avant qu'on ne passe au cinquantenaire. À l'heure de l'éducation pour tous les enfants de Côte d'Ivoire, cette école doit être réhabilitée afin qu'elle contribue à la formation des artisans de l'édification de la Côte d'Ivoire de demain. Dans le cadre de la redynamisation de l'enseignement professionnel privé,
La direction de la promotion de la formation privée a initié aujourd'hui ici à Abidjan, à l'IPNETP, l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel, une rencontre entre les fondateurs des établissements professionnels privés et Dosso Moussa, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans les établissements professionnels privés et de Côte d'Ivoire. Par Gasso Reconnaît. Comment améliorer la formation dans les établissements professionnels privés? La question était au centre de la rencontre d'échange entre le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle et les fondateurs des établissements professionnels privés. Selon le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, des dysfonctionnements sont à relever dans les établissements professionnels privés. En réalité, ce qu'on reproche aux établissements d'enseignement privé, c'est tous les montages qui sont faits. J'ai vu des établissements qui se mettaient en place. Vous arrivez, il y a du matériel partout. Mais un mois après, vous repassez, il n'y a plus de machines, il n'y a plus d'équipement. Mais ça vous dessert. Le ministre exhorte les fondateurs des établissements professionnels privés à plus de rigueur dans la formation des étudiants. Vous êtes la clé de la crédibilité qu'on doit accorder à vos établissements. Dans la rigueur, eh bien si on fait dans de la complaisance, il est clair que vous allez peut-être réussir une fois, 2 fois, mais pour moi, il n'y a pas de lendemain à tous ceux qui trichent. Message bien reçu par les représentants des fondateurs des établissements professionnels privés. Nous, fondateurs et fondatrices des établissements privés de la formation professionnelle, nous voudrions apporter notre contribution à la formation qualitative de nos jeunes. Pour améliorer leurs conditions de travail, les fondateurs ont soumis quelques préoccupations au ministre d'État Dosso Moussa. Après la rencontre, le ministre d'État Dosso Moussa a visité les nouveaux locaux de la direction de la promotion de la formation privée située dans la commune de Cocody. Et après la formation, on aspire à avoir un emploi. En tout cas, dans la région de la Bagoué, la question préoccupe la jeunesse et les cadres. Les deux parties se sont rencontrées récemment et au cours de cette réunion, le ministre Bruno Nabagné-Koné a offert 200 cartes jeunes du FNJ aux jeunes. Grâce à ces cartes, ces jeunes de la Bagoué doivent pouvoir travailler dans plusieurs secteurs d'activité. Mamadou Kwasi a pris part à la réunion. Son compte rendu. Le FNJ, à la rencontre des jeunes de la région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire. Le Fonds national de la jeunesse est allé sensibiliser les jeunes de cette région sur l'entrepreneuriat, car la culture entrepreneuriale constitue la seule alternative dans la lutte contre le chômage. À la demande du ministre Bruno Nabagné-Koné, fils de la région, les jeunes de Bundiali, de Kouto, de Tengrela, de Kolia, de Gbon et ceux de Kasséré ont reçu les rudiments nécessaires pour l'élaboration de projets. Des projets qui seront par la suite financés par le FNJ. Que vous soyez allé à l'école ou que vous ne sachiez pas lire un seul mot, vous avez le Fonds national de la jeunesse comme solution pour faire de vous des hommes qui créent leur propre entreprise, qui peuvent embaucher d'autres personnes. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a offert 204 jeunes, des cartes qui donnent droit au financement de projets. Il a saisi l'opportunité pour encourager les jeunes à l'auto-emploi afin de contribuer au développement de leur région. Croyez en votre région. Et surtout, j'insiste là-dessus, croyez en vous-même. Personne ne viendra transformer votre vie à votre place. Et puis sachez que vous pouvez changer votre vie. Les séances d'explication des techniciens du FNJ ont permis de présenter les acquis du Fonds national de la jeunesse. Déjà, plus de 15 000 emplois directs et indirects ont été créés grâce au financement du FNJ. Il n'y a pas si longtemps que ça, en 2014 précisément, le gouvernement, après avoir déguerpi plusieurs personnes des sites à haut risque, a lancé le programme LEM, entendez lotissement à équipement modéré. Un projet géré donc par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Réellement, qu'est-ce que les LEM? Comment se déroule ce programme et qu'en pensent les bénéficiaires? Élément de réponse dans ce reportage signé Maïsako. Par ce temps ensoleillé qui inonde la cité de Lokodjro dans la commune d'Atekoubé, Moussa, chauffeur de taxi, ressasse le drame qu'il a vécu dans le courant du mois de juin dernier. À cette période, sa demeure était bâtie sur le flanc d'une colline dans le quartier précaire de Moussikro. Elle s'est écroulée à la suite d'une pluie diluvienne, arrachant à son affection son épouse enceinte et sa fille. Et
d'aller voir ma femme. Et quand je suis quitté là-bas, elle m'a dit qu'elle est venue avec mon enfant du village pour qu'il puisse venir la scolariser. Et elle est partie présenter l'enfant à mon grand frère. Le surlendemain, mon grand frère m'a appelé pour dire que la maison est tombée sur ma femme et mes enfants, puisqu'elle était enceinte. Ngolo a perdu des membres de sa famille au cours de cette même nuit. Sa compagne ainsi que ses 3 enfants ont péri dans l'éboulement de terrain. J'étais à la recherche d'une maison. Et c'est une maison que j'ai eue. Nous sommes rentrés. J'ai dit à madame, bon, on va se défendre ici. Mais plus tard, moi, je comptais aller vers Atekbe, quitter même le secteur. Et puis bon, voilà, ça arrivé. Après le sinistre, Moussa et Ngolo ont déménagé. Ils font partie des milliers de personnes ayant libéré les sites jugés à haut risque. Cette opération, menée par le gouvernement à travers l'Office national de la protection civile, est intervenue après les dégâts et pertes en vie humaine enregistrés lors de la dernière saison pluvieuse. Dans le seul district d'Abidjan, nous avons enregistré 39 morts. Face à ce drame, nous avons été instruits par le président de la République de procéder à la libération des sites que nous avions déjà qualifiés au départ de sites à haut risque et où, sans autorisation préalable du ministère de la Construction, certains individus avaient bâti leur logement. Le gouvernement, en son temps, a décaissé des fonds et ce que nous avons appelé des kits d'accompagnement ont été remis. Outre ces mesures d'accompagnement, le gouvernement a décidé d'offrir aux personnes ayant libéré les sites à risque l'opportunité de s'offrir elles-mêmes et à des coûts raisonnables des habitations décentes. Les lotissements à équipement modéré ou LEM sont une solution proposée par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. On a fait des études et les résultats montrent que la maison revient à une somme qui est entre 4 500 000 et 5 millions maximum. Un promoteur l'aurait vendu à 8 millions ou 9 millions. Ces personnes qui habitent ces sites à risque arrivent à bâtir des maisons de valeur. Si vous y arrivez, vous verrez qu'il y a du carrelage de haut standing, il y a toutes les commodités, mais dans des trous où ces personnes habitent. Elles ont les mêmes capacités donc, de réaliser en autoconstruction des logis pour leur famille. En plus des terrains, il sera remis aux bénéficiaires des plans types de logements de 2 à 3 pièces et des kits techniques. Le projet est dans sa phase pilote à Abobo-Biabou, au nord d'Abidjan, Songonk-Assemblée, à Diopo-Doumé et Bingerville. Au total, 1500 maisons de 80 à 108 mètres carrés sont prévues sur 850 hectares de terrain aménagés. Il s'agit d'espaces viabilisés, bénéficiant de commodités propres au quartier moderne. Le salon est bâti sur 24 mètres carrés, la cuisine sur 4 mètres carrés et les salles d'eau sur 2 mètres carrés. Les chambres sont bâties sur 13 mètres carrés et 12 mètres carrés. La cour, elle est bâtie sur 29 mètres carrés. Il faut dire aussi que sur ces cités, l'État a pensé à presque tout ce dont la population peut avoir besoin comme infrastructure. Nous avons un centre de santé urbain qui est dans le projet. Nous avons une école agricole ici. Nous avons également aussi un groupe scolaire. Nous avons aussi des espaces verts. Les lotissements à équipement modéré ne concernent pas que les personnes déguerpies des sites à risque. Peuvent également souscrire au projet les ménages économiquement très faibles, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de revenus réguliers ni de compte bancaire, les personnes dont les dossiers ont été rejetés lors du processus d'acquisition des logements sociaux et les fonctionnaires ayant un salaire très bas. Les potentiels bénéficiaires saluent la mise en marche de ce programme, mais craignent de ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour bâtir leurs habitations. Ça dépend des moyens. Sinon, ce n'est pas le rêve de tout le monde de rester dans ce genre de quartier. Tout le monde a besoin de vivre dans un quartier aisé, un quartier goudronné, où il n'y a pas de soucis, quoi. Voilà, s'il y a les moyens, l'homme peut vivre comme tout le monde dans les beaux quartiers. Un souci pris en compte par le Centre de facilitation des formalités d'accès au logement. Il y a des délais de 6 mois, des délais de 12 mois, des délais de 18 mois, des délais de 24 mois pour construire la maison, pour ne pas qu'il y ait des nids, des trous là-dedans. Si vous êtes inscrit dans un programme de 6 mois et qu'au bout de 6 mois, vous n'avez pas pu construire la maison, on vous réaffecte à un programme de 12 mois ou à un programme de 18 mois selon vos capacités. Débutée en 2014, la phase pilote du projet de construction des lotissements à équipement modéré se poursuit. Le programme prévoit à terme la réalisation de milliers de logements, aussi bien dans le district d'Abidjan qu'à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Une façon pour le gouvernement de permettre à une tranche de la population d'avoir un toit,
notamment les sinistrés et déguerpis à la suite des dernières pluies diluviennes. Reportage signé Maï Isako. Après donc les logements sécurisés, parlons sécurité maritime à présent. L'ARSTM, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, a adopté récemment à Grand-Bassam les orientations stratégiques, scientifiques et pédagogiques d'un établissement à vocation communautaire. Il s'agit de l'Institut de sécurité maritime interrégionale. Eh bien, les actes de cet institut ont été pris officiellement ce lundi, ici même à Abidjan. Ne point réagir face au phénomène d'insécurité maritime serait accepter qu'un jour, il n'y ait plus de trafic sur nos mers. Une menace pour le transport de nourriture, de médicaments, de pétrole et de gaz, entre autres. Mais pour réagir, il faut de la solidarité, des stratégies, du financement, du matériel et de la connaissance. D'où l'adoption du projet d'accord multilatéral portant création de l'Institut de sécurité maritime interrégional, ISMI. Il faut apprendre à se défendre ensemble contre des nouveaux dangers qui ont surgi au cours des 2 dernières décennies, parmi lesquels la piraterie, au-delà des problèmes d'environnement stricto sensu, les problèmes de pêche. Et c'est une bonne façon de répondre, effectivement, tous ensemble, à ces différents problèmes. En plus d'être une réponse internationale à l'insécurité maritime ambiante dans le golfe de Guinée, l'objectif de cet institut est d'assurer la formation et le renforcement de capacités des personnes, des administrations et autres entités privées ayant des activités en mer. Il vise surtout à conduire en toute efficacité les missions de sécurité, de sûreté maritime et de protection du milieu marin. L'Institut sera logé au sein de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, un atout pour la Côte d'Ivoire. L'Institut de sécurité maritime qui sera installé à l'Académie va permettre à la Côte d'Ivoire de se repositionner encore une fois dans le secteur maritime. Ça va permettre de former des Ivoiriens, mais également ça va permettre de former des personnels de tout le golfe de Guinée. Et ça repositionne la Côte d'Ivoire comme étant leader dans le secteur maritime. L'établissement bénéficiera de tous les avantages accordés aux institutions diplomatiques. Plusieurs ambassadeurs étaient présents à la cérémonie de restitution. Reportage signé Lanciné Bakayoko et Adama Kone. On ouvre la page politique de cette édition avec le président de la République Alassane Ouattara qui effectuera à partir du 16 avril prochain une visite d'État dans les régions de Sikensi, Tiassalé et Tahabo. L'objectif étant de donner un coup de fouet au développement dans ces régions. C'est Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui l'a annoncé aux élus et cadres de ces régions. Le témoignage est d'Abou Sanogo. Le président de la République Alassane Ouattara sera dans la région de l'Agnebi-Tiassa, précisément à Tiassalé, Sikensi et Tahabo le jeudi 16 avril prochain. L'annonce a été faite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko aux élus, cadres, chefs traditionnels et membres du corps préfectoral de la région. Cette visite sera, selon le ministre d'État Ahmed Bakayoko, une occasion pour le chef de l'État de toucher du doigt les préoccupations des populations et apporter des solutions. Il les invite donc à la mobilisation. Ces rencontres sont une vraie opportunité de développement pour toutes les régions où le président est passé. Ça lui permet de toucher du doigt les réalités socio-économiques de ces régions-là et d'y apporter des solutions. Les populations de ces régions ont donné l'assurance au ministre d'État que la mobilisation sera exceptionnelle. La population est en liesse, la population est en joie, la mobilisation n'est pas une préoccupation. Nous savons accueillir. Nous tenons à dire vraiment merci au président de la République qui peut être assuré que je pense que toutes les populations de Tiassalé, dans toutes ses composantes, le recevront avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme. Les populations sont vraiment enthousiastes à recevoir le président. Nous sortons vraiment de plusieurs réunions de mobilisation, mais je crois que les gens sont impatients de recevoir le président. Le président de la République Alassane Ouattara procédera d'abord à l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste, aura ensuite une rencontre avec les cadres et enfin animera un meeting à Tiassalé pour communier avec les populations. Hors de chez nous, l'opposant gabonais André Mbaobam s'est éteint hier dimanche à l'âge de 57 ans.
Fondateur du parti L'Union nationale, il était passé dans l'opposition après avoir été un des ministres d'Omar Bongo. André Mbaobam s'est éteint à Yaoundé au Cameroun, où il était soigné depuis plusieurs jours. Cette annonce a provoqué des heurts à Libreville, la capitale gabonaise. L'annonce du décès du leader de l'opposition gabonaise a donc suscité la colère de ses partisans qui ont érigé des barricades et incendié des voitures et des bâtiments, dont celui de l'ambassade du Bénin. Le calme est revenu ce lundi à Libreville. Hillary for President. Après de longs mois de suspense, l'ancienne première dame, sénatrice et secrétaire d'État américaine a finalement officialisé hier dimanche sa candidature à la présidence des États-Unis. Elle l'a fait sobrement avec un tweet et une vidéo sur son site internet. Tout le monde, à commencer par les médias, se pose désormais la question: Hillary Clinton peut-elle mieux faire qu'en 2008 lorsqu'elle a été battue aux primaires par Barack Obama? Nous on dira wait and see. Je vous retrouve demain. Bonsoir.